Alors, nous avons au programme aujourd'hui la méthode qui s'appelle Sans frontières 1. Méthode typique de ce qui a commencé à apparaître à partir des années 1980 en remplacement progressif des méthodes audiovisuelles et qui a comme caractéristique en termes de support de ne plus avoir recours à un film fixe. Alors, de façon sans doute un petit peu pléonastique, on a l'habitude d'appeler ces méthodes des méthodes audio-orales, puisque nous avons comme matériel une bande son. Alors là, à partir des années 80, c'est définitivement des cassettes. Sur laquelle sont enregistrés évidemment les dialogues, un manuel où sont représentées quelques images au lieu de les voir sur un film fixe, et les textes. Donc audio-oral parce que d'une certaine façon, elles ne sont plus audiovisuelles. Il n'y a pas d'image projetée collectivement à l'ensemble des élèves. Alors, ça va induire évidemment toutes sortes de modifications didactiques et pédagogiques, ce changement de support, qu'on va voir en détail. Pour le reste, il n'y a pas de changement majeur avec les méthodes audiovisuelles, en ce sens que les méthodes audio-orales depuis les années 80, continuent à être très fortement des méthodes dites communicatives, même si l'écrit réapparaît davantage. Donc on est bien clair, ça veut dire que l'objectif de l'apprentissage, c'est d'être capable de communiquer en situation de vie. Comme dans les méthodes audiovisuelles, et non pas un objectif grammatical ou phonétique comme dans les méthodes traditionnelles. La question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a abandonné les méthodes audiovisuelles? Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de choix didactiques et de moyens pédagogiques ont été modifiés? La question se pose d'autant que depuis ce grand changement du début des années 80, pour l'instant, l'immense majorité des méthodes qui sont publiées continuent à être des méthodes de ce type-là, méthodes donc audio-orales. Parfois, on en voit avec des supports visuels de type vidéo et maintenant, parfois, en tout cas ponctuellement, des vidéodisques, mais c'est rarissime. L'immense majorité des méthodes, depuis maintenant bientôt 20 ans, le temps passe vite quand même, une bonne quinzaine d'années en tout cas, sont des méthodes de ce type-là. Les auteurs, vous les voyez sur la couverture, sont présentés du coup comme des universitaires. Alors que dans les méthodes précédentes, la référence était l'appartenance aux organismes de recherche en didactique du FLE, notamment le CREDIF. Ici, nous voyons une collection dirigée par Christian Baillon de l'Université de Montpellier et ses collègues Verdeillan et Dominique. Ce n'est pas un détail. Ça témoigne d'un basculement qui s'est produit. La didactique des langues étrangères, et notamment du français langue étrangère, ayant petit à petit été considérablement développée dans les universités depuis le début des années 80. Par exemple, les filières didactiques du français langue étrangère, dans lesquelles on forme les étudiants aux mentions et aux maîtrises de français langue étrangère, ont été créées dans les universités à partir de 1983. Si mes souvenirs sont exacts. Parallèlement. Et une bonne partie de la recherche en didactique des langues s'est développée dans les universités, alors qu'apparemment, précédemment,
elle était à peu près exclusivement développée dans les centres de recherche spécialisés dépendant directement du ministère de l'Éducation nationale ou des Affaires étrangères. Donc on a ici un basculement. Alors ce n'est pas non plus anodin en termes de référence scientifique ou théorique. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un système de référence qui est exclusivement un système de type, entre guillemets, applicationniste, on va aussi voir des références de type théorie linguistique, théorie de la communication, théorie de la culture, qui vont motiver les productions de méthodes de langue. C'est d'ailleurs aussi l'époque, vous voyez qu'il y a parfois des conjonctions comme ça, où la recherche tend davantage vers la didactique que vers la pédagogie. Jusque dans les années 80, la question majeure pour l'enseignement, c'était la question pédagogique. Comment faire apprendre? Depuis le début des années 80, et alors très fortement dans les années 90, la question majeure, c'est devenu la didactique. C'est-à-dire, d'une certaine façon, un retour vers l'analyse des contenus. C'est quoi faire apprendre? Alors, on n'a pas balayé pour autant les soucis pédagogiques, mais on voit le balancier qui passe d'un bord à l'autre. Depuis le début des années 80, par exemple, et notamment, alors à coup sûr depuis le début des années 90, il existe des groupes de recherche, des revues spécialisées en didactique, et notamment en didactique des langues ou en didactique du français. Des associations internationales de chercheurs en didactique des langues, langues étrangères, langues dites maternelles, français ou pas. Donc on voit qu'au tournant des années 80, il y a une espèce de mini-révolution qui se produit et où l'engouement pour les méthodes audiovisuelles, l'engouement pour les questions pédagogiques cède un peu le pas devant un nouvel intérêt pour des références théoriques universitaires et pour un travail plus centré sur la sélection et l'organisation des contenus. Bon, il faudrait faire de l'histoire des sciences pour essayer de comprendre ces mouvements. En tout cas, c'est attesté et ça produit, dans notre domaine, des méthodes organisées en partie autrement. Le choix fondamental, communicatif, restant le même. Donc, méthode fondée sur des savoirs universitaires et produite par des universitaires. Vous voyez que le titre de l'ouvrage, lui aussi, est significatif. Ça s'appelle « Sans frontières ». Là, c'est le numéro 1, puisque c'est une méthode à plusieurs niveaux, publié dans une collection qui, elle aussi, s'appelle « Le français sans frontières ». Et effectivement, quand on va regarder dans le manuel, on va comprendre pourquoi ça s'appelle « Sans frontières ». C'est parce que ce coup-ci, et c'est l'un des premiers manuels à l'avoir fait, le français est envisagé dans la francophonie et pas simplement en France. C'est le français au-delà des frontières de la France. En France, bien sûr, mais pas exclusivement. Donc, on va suivre les aventures d'une famille, comme toujours, qui vont aller... Alors évidemment, ça va commencer dans la région parisienne, à Évry en l'occurrence, mais qui va aller en vacances en Bretagne, quel exotisme, qui va déménager pour aller vivre à Montpellier, vous voyez que les auteurs sont tous de Montpellier ou d'Aix-en-Provence, et dont le chef de famille va ensuite partir en voyage pour son travail au Québec, au Mali, et donc va se balader dans la francophonie. Alors non seulement ça va signifier aux apprenants la dimension de l'espace francophone, mais en plus ça va les exposer à des variétés de français. Parce que même si c'est vrai, il va être un petit peu neutralisé, vous allez quand même entendre du français un peu québécois, du français un peu malien, du français un peu méridional, et donc il y a une sensibilisation à la diversité
de la langue et des espaces culturels où on s'en sert. Sans frontières, de ce point de vue, c'est un titre qui n'est pas anodin du tout. Alors, si vous comparez ça, rappelez-vous, au cours de langue et civilisation française de M. Mauger, rappelez-vous de son titre, et puis de ses références géographiques et linguistiques qui étaient exclusivement parisiennes, vous voyez l'écart et donc le chemin qui a été parcouru en 30 ans de réflexion didactique, de perception de la langue et de présentation de la langue. Donc sans frontières, au passage avec un S. Vous aurez remarqué, c'est peut-être un détail, mais ça n'en est pas forcément un. Vous savez que les grammairiens puristes disent que quand on met la préposition « sans », il ne doit pas y avoir de pluriel derrière. Mais les linguistes non puristes disent que si ce qui est supprimé, c'est quelque chose qui est d'habitude au pluriel, on peut considérer que c'est la pluralité qui a été supprimée et conserver le S. Et la notion de pluralité et de souplesse par rapport à la norme, dans une méthode comme celle-là, c'est évidemment une notion importante. Le simple fait d'afficher en gros ce S en couverture, en soi, est significatif de quelque chose. On n'est pas dans une approche puriste et au singulier de la langue. On est dans une approche plus souple et au pluriel. Remarque au passage sur l'éditeur Clé International, c'est l'une des 2 ou 3 grandes maisons d'édition spécialisées dans le français langue étrangère, qu'il s'agisse des méthodes ou des ouvrages de réflexion théorique, avec Didier notamment, l'autre grand éditeur. Clé International, vous allez trouver cet éditeur dans beaucoup de vos références bibliographiques. Alors, pourquoi ça change et qu'est-ce qui change? Les auteurs prennent le soin de s'en expliquer dans le manuel auprès des enseignants, éventuellement des élèves, mais enfin, on doute qu'ils puissent lire tout ça. Les auteurs se justifient en termes de principes pédagogiques dans l'extrait du livre du maître, donc c'est nécessaire. À l'époque, c'est très nécessaire puisqu'on est passé aux méthodes audiovisuelles avec enthousiasme, qu'elles sont devenues très largement dominantes à la fin des années 70, et puis d'un seul coup, paf, on donne quasiment l'impression de revenir en arrière. On revient à des manuels plus classiques dans leur apparence. Donc nécessité de présenter cela. Ils y consacrent quand même 2 pages. Alors, bien sûr, ils continuent à privilégier les approches communicatives et le disent clairement pour conclure, mais ils prétendent proposer avec leur méthode ce qu'ils appellent un juste milieu. Juste milieu entre quoi et quoi? Nécessairement entre les 2 grandes étapes précédentes, entre les méthodes traditionnelles grammaticales et entre les méthodes audiovisuelles communicatives. Alors, pourquoi juste et pourquoi milieu? Vous avez vu que les méthodes audiovisuelles ont été à l'opposé des méthodes traditionnelles, très fortement. Rappelez-vous, on passe d'un enseignement de la grammaire, de l'écrit, avec exclusivement du texte, ou presque, à un enseignement de la pratique communicative avec exclusivement de l'oral. Plus de grammaire, presque plus d'écrit. Bouleversement phénoménal dans l'approche de la langue. On a pu penser que ce bouleversement avait parfois été un peu outrancier et qu'à force d'aller vers de l'oral et de la communication, on ne proposait plus aux apprenants des éléments de structuration clairement identifiés, par exemple qu'on ne leur expliquait plus du tout les règles grammaticales de la langue ou des règles d'opposition phonologique, avec l'idée qu'ils vont les construire tout seuls par immersion, par contact avec la langue. Et après tout, bon, pourquoi pas, on peut imaginer qu'il y a des personnes dont le mode d'apprentissage, dont les habitudes font que leur expliquer la règle noir sur blanc à un moment donné, ça peut les aider. Que voir de la langue écrite à un moment donné, ça peut les aider. Donc la structuration que donnaient très fortement, trop fortement sans doute, les méthodes traditionnelles grammaticales, pouvait manquer à certains apprenants et à certains moments des apprentissages. Ce qui fait que
ces méthodes vont recentrer l'approche de la langue en partie vers des contenus explicites. Il va y avoir de l'écrit dès le départ. Bien sûr, on aura toujours l'oral avant l'écrit, mais on va avoir de l'écrit dès la leçon 1. Il va y avoir des exercices de prononciation spécifiques pour structurer les sons, ce qui était évidemment banni dans les méthodes audiovisuelles pures et dures. Il va y avoir des exercices de manipulation des structures grammaticales ou de mini-lexique. Et ça aussi, a fortiori, c'était absolument banni dans les méthodes audiovisuelles, comme étant alors la pire des horreurs possibles. D'autant que ce sont des exercices qu'on fait à l'écrit. Il y a là-dessous aussi l'idée que on va peut-être pouvoir davantage rationaliser l'approche des contenus, le développement, la progression des contenus. Certaines méthodes audiovisuelles, c'est vrai, avaient fini par être un peu définalisées. On ne savait plus trop où on allait. On faisait du français ou de l'anglais, ou peu importe la langue, sans objectif clairement donné, marquant des étapes. À la rigueur, il n'y avait presque plus d'évaluation. Il ne fallait surtout pas évaluer parce que psychologiquement, ça pouvait être bloquant. Donc du coup, on finissait par ne plus évaluer du tout les acquisitions réalisées. Certaines avaient un peu dérivé vers quelque chose qui était de type développement personnel, vaguement psychologique ou presque psychothérapeutique. Là, on dit, bon, attendez, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin non plus. Ils sont là pour apprendre la langue, on va leur poser des objectifs clairs et nets, réguliers, progressifs, de compétences communicatives et donc d'acquisition de structures linguistiques, et on va se concentrer là-dessus et vérifier que c'est acquis petit à petit. Si vous comparez les tables des matières, par exemple, vous avez un bloc, une série d'unités avec des intitulés de situations de vie. Chaque unité se termine par un bilan explicite. Il est dans la table et dans le manuel, mais aussi du côté du livre du maître. Sous chaque dialogue, sous chaque exercice, il y a clairement identifié des objectifs communicatifs et linguistiques. Donc, l'idée, c'est bien de rationaliser, même de clarifier pour que tout le monde en soit conscient, les objectifs posés, la progression suivie, les bilans d'acquisition. Ce qui permet aux auteurs, notamment cette reprise en compte et cette modification des choix méthodologiques, c'est qu'à l'époque sont parues deux grandes références en didactique des langues étrangères, qui du coup sont très utiles. D'une part, l'ouvrage dont nous avons déjà parlé, qui s'appelle « Un niveau seuil », et qui propose, je vous le rappelle, une progression des situations de communication organisées, avec pour chaque langue, un niveau seuil en l'occurrence pour le français, avec pour chaque langue les différentes façons de dire dans ces situations selon différents registres de langue. Donc on a un outil qui a clarifié, qui a posé sur le papier, noir sur blanc, une progression d'acquisition communicative avec une possibilité de diversification de la langue à l'intérieur. Et ça, précédemment, on ne l'avait pas. Vous imaginez le travail que ça représente. La seule chose qu'avaient les méthodologues précédents, c'était le français fondamental Guggenheim qui datait de 1959. Il n'y avait pas d'autre outil de programmation
des enseignements en termes de contenu. Donc, première grande référence indispensable. Autre grande référence, eh bien, c'est l'époque où se développent énormément les travaux de linguistique du courant qu'on appelle habituellement socio-pragmatique. Alors que le terme ne vous fasse pas peur, socio-pragmatique, ça veut dire une linguistique qui étudie la réalité concrète en contexte social de la langue. C'est pour ça qu'on a socio-pragmatique, réalité concrète en contexte social. En clair, au lieu d'étudier les structures grammaticales, phonologiques, morphologiques, abstraites de la langue, on étudie comment les gens se servent de la langue entre eux. On observe ça de près. Et on peut en tirer des modélisations théoriques en termes de qu'est-ce qui se passe quand on communique, quels sont les critères, les paramètres qui fonctionnent, comment les gens mobilisent leurs ressources linguistiques pour communiquer. Et donc, il y a toute une série de travaux qui sont publiés, qui fournissent une référence théorique aux didacticiens, parce que eux, ce qui les intéresse justement, c'est que leurs apprenants acquièrent la maîtrise de ces paramètres communicationnels, linguistiques de pratique de la langue. Et ces paramètres, ils commencent à être effectivement analysés par ces courants linguistiques. Donc on va avoir les travaux d'énonciation de Benveniste, qui sont déjà un peu anciens, on va avoir les travaux sociolinguistiques, et puis les travaux dits de pragmatique tout court, donc d'analyse des interactions langagières. Donc ils vont pouvoir fonder leur progression sur des critères qui ont été mis en évidence, élaborés par de nouvelles théories linguistiques. Or jusque-là, on n'avait pas ça. Les méthodologues qui faisaient de l'audiovisuel, du SGAV, dont on a parlé la dernière fois, eux, leur référence, c'était quoi? C'était la linguistique structurale, c'est-à-dire une analyse interne des structures de la langue. Ils n'avaient pas à leur disposition une vision relativement claire des paramètres qui fonctionnent quand les gens se servent effectivement de la langue. Ils en avaient bien une idée, ils tendaient vers, puisqu'ils avaient une visée communicative. Mais il leur manquait des outils clairs. Là, ils les ont. Ce qui fait que le courant didactique en question, vous allez dire qu'aujourd'hui on jargonne beaucoup, mais ce n'est pas moi, c'est eux, on ne fait que les suivre, c'est appelé notionnel fonctionnel. On parle de choix didactique notionnel fonctionnel, de méthode notionnelle fonctionnelle. Alors ça aussi, ça va mériter d'être éclairci. Alors que les précédentes, rappelez-vous, s'appelaient structuro-globales. Hein. Pourquoi notionnel fonctionnel? Notionnel parce que ce qui est visé dans chaque apprentissage, c'est une situation de communication dans laquelle fonctionne une notion principale. Pas une notion grammaticale, une notion communicative, un objectif de communication, se présenter, convaincre, se situer, faire un achat. Donc, une notion qui structure une situation de communication, une notion communicationnelle, un objectif de communication. Ça s'appelle donc notionnel à cause de ça. Vous imaginez qu'on va avoir par exemple un champ lexical qui va être un mini-champ lexical ciblé sur la situation. Si vous avez faire ses achats, vous allez avoir autour de la notion tout le champ lexical de acheter, vendre, le prix, combien, s'il vous plaît, merci, j'en veux pas. Voilà ce que va être la notion travaillée. Et puis fonctionnel, parce que évidemment, il faut que ça soit utile. Il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les vrais fonctionnements de la communication dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier ces fameuses notions dans l'abstrait,
et apprendre par cœur des listes de vocabulaire ou des structures grammaticales. On va les observer tels que les gens les pratiquent. Donc on va continuer à avoir des dialogues en situation, comme dans les méthodes audiovisuelles, et on va les faire pratiquer avec notamment le truc pédagogique hyper connu des scénettes. Hein, vous les avez vus faire quelque chose, et puis on dit aux élèves, bon allez maintenant c'est vous, vous venez devant, et puis vous faites la même chose. Bonjour madame la marchande, bonjour madame la cliente, je voudrais 3 kilos de tomates. Voulez-vous les mûres ou pas mûres? Voilà. Les gamins font la même chose, simplement, ils revivent la situation. Quand c'est des adultes, on essaye de modifier davantage pour que ça les gêne moins. Notionnel, fonctionnel. Donc vous voyez, ce qui change, au fond, c'est l'organisation des contenus. C'est rationalisé. Et c'est fondé sur des théories plus récentes de la communication. Ce qui ne change pas, c'est qu'on garde l'approche communicative, qui reste vraiment le cadre majeur des méthodologies. Donc, dialogue en situation, donc prise de parole à l'oral avant la prise d'écriture, donc objectif concret, primant sur le savoir grammatical, structural, phonétique sur la langue. Voilà pourquoi il parle donc d'un juste milieu. Vous voyez, un essai d'équilibre entre la communication d'une part et puis des exigences de rationalisation, d'approche des structures de la langue d'autre part. Vous avez la description du contenu. Et c'est là que vous allez voir comment cette nouvelle programmation se formule. 4 unités qui ont toutes des objectifs pragmatiques, c'est-à-dire en termes d'actes de langage, des objectifs de communication, auxquels correspondent ce qu'ils appellent la thématique générale, c'est-à-dire les notions, l'approche notionnelle. Unité 1, objectif, prendre contact, se présenter, notion, Jacques Martineau, pianiste, un jeune pianiste et une journaliste à Paris. Unité 2, demander un objet ou une information, thème, notion, vivre et travailler à Évry. Donc, vous voyez comment la programmation notionnelle fonctionnelle, situation de vie, objectif communicatif, avance en parallèle. La programmation, évidemment, ne vous surprendra pas, on commence par la prise de contact, par la présentation, parce que c'est nécessaire pour lancer une communication, puis la situation des objets, des personnes, une progression assez classique que depuis on retrouve un peu partout. Toujours progression en termes de communication, évidemment pas en termes de contenu linguistique. Une dernière petite remarque sur l'esprit général de la méthode. Ça a été la première méthode de ce type largement publiée et répandue. Elle date de 1983. Et donc, comme elle faisait un peu la charnière entre les méthodes audiovisuelles et les méthodes audio-orales, notionnelles, fonctionnelles, il y a un petit truc méthodologique intermédiaire. Vous avez vu que dans chaque leçon, il y a un texte avec des images. Alors, dans les méthodes d'aujourd'hui, les images, vous les avez seulement dans le manuel. Tandis que dans cette méthode-là, parce qu'elle était intermédiaire, vous aviez les mêmes images sur des posters qu'on pouvait afficher dans la classe. Donc, c'était plus le film fixe, mais ce n'était pas non plus le retour total au manuel. Bon, cela dit, ça pose quand même un sacré problème. Évidemment, il est d'abord matériel, c'est qu'il faut pouvoir les afficher. Alors vous imaginez le prof qui bricole, qui met des punaises, les punaises tombent, le machin s'enroule parce qu'évidemment elles sont livrées roulées, beaucoup moins pratique que le film fixe.
Et puis surtout, évidemment, il n'y a plus de trame narrative, parce que vous voyez tout d'un seul coup. Alors là, ce n'est pas grave, il se présente, il n'y a pas grand-chose. Mais quand il se passe une histoire, ben vous avez la fin dès le début, quand vous regardez les images, même si elles sont affichées. Et donc, toute la structure narrative, l'attente communicative, essayer de comprendre ce qui se passe, le déroulement dans le temps, est totalement gommée. Ce qui fait qu'au fond, c'était pas plus utile que de les avoir exclusivement dans le manuel de ce point de vue-là. Et donc, à ma connaissance, depuis, c'est un procédé qui a été abandonné. Alors, c'est une méthode qui a été très répandue. Elle a été utilisée par des tas de gens. Et comme elle était un peu tâtonnante, très vite, les gens se sont rendus compte qu'elle était assez rapidement soporifique. On s'ennuyait avec ça. Quand on avait vécu les méthodes audiovisuelles, qui sont évidemment très vivantes, et qu'on passait à ça, moi j'ai connu le changement entre les deux. Quand j'enseignais le FLE en Afrique, on avait de vive voix, qui était pourtant une méthode audiovisuelle, tout ce qui est de plus archaïque, mais au moins dans la classe, ça vivait, on rigolait. Puis après, on a eu ça, alors on a dit on va voir. Ça remonte à 86-87, l'expérience dont je vous parle, et puis très vite, eh ben, c'était pas rigolo, on ne s'amusait plus. Et comme cet avis a été apparemment largement partagé, ils ont produit, 88 je crois, très peu de temps après, le nouveau Sans frontières. Et ils ont abandonné le Sans frontières tout court. Alors le nouveau Sans frontières, il a cherché justement à être plus attrayant, d'abord parce que les personnages et les situations ont été peut-être un peu plus vrais, parce que, entre nous, hein, ça commence par Jacques Martineau, pianiste. Ça ne me paraît pas être une situation de vie particulièrement ordinaire. Je ne sais pas vous, mais un pianiste de concert qui habite rue Contrescarpe à Paris et qui est interviewé, vous le voyez dans l'image, à la télévision par une journaliste, ça fait un peu abstrait. En tout cas, pour mes apprenants africains, vous n'avez pas l'impression de rencontrer des gens comme ça dans la vie de tous les jours. Alors, ils ont changé les personnages, ils ont aussi mis les images en couleur. Je ne suis pas sûr que ça soit profondément efficace, mais il y a eu une tentation de les rendre à nouveau plus attractifs. Parce que c'est vrai que ça revenait au manuel, et le manuel en soi, bah, c'est moins rigolo qu'un film projeté à l'écran. Voilà pour l'approche générale. On va regarder chaque unité, si vous voulez. Donc on va en prendre une, en l'occurrence c'est la première. Alors vous avez donc sur la page de droite pour vous l'image et le texte de la leçon 1.1 Jacques Martineau, pianiste. Mais j'attire votre attention, vous avez pour vous juste à gauche la structure de chacune des unités, avec un petit symbole que les étudiants ou les apprenants vont retrouver tout au long, au début de chaque activité. Alors regardez comment ça fonctionne. Vous avez d'abord, évidemment, un dialogue audiovisuel où on vous donne comme injonction de regarder et d'écouter. Alors évidemment, le problème, c'est que très rapidement, les gens vont avoir tendance à lire. Ensuite, on leur fait travailler un point de phonétique. Vous voyez en dessous du dialogue, ou plutôt même du monologue tenu par Jacques Martinet, une reprise des éléments avec le travail d'un son, le A, avec un travail sur les intonations. Les petits points, c'est faible, les gros points, c'est fort. Il faut donc dire « Je m'appelle Jacques Martineau ». Et oui, c'est ça que ça induit. J'habite à Paris, place de la Contrescarpe. Ensuite, vous avez des documents complémentaires, des données en vocabulaire et en grammaire. Alors ça, c'est nouveau, on n'avait pas ça dans les méthodes SGAV. Des exercices écrits, des structures répétitives, à l'oral notamment, et puis enfin une prise de parole plus ou moins autonome. Donc vous voyez comment c'est structuré, c'est devenu une trame assez classique des méthodes depuis cette époque-là. Alors, exemple de ce que ça donne, et des choix qui sont parfois bons et parfois discutables. Vous avez à nouveau un petit exercice de phonétique qui correspond à la leçon 2.1. Et
ça va nous permettre de prendre conscience du fait que même s'il y a une réflexion sur la diversité de la langue, les choix restent quand même relativement normatifs et discutables. Alors là, vous avez un exercice sur O fermé et O ouvert, qui sont mis entre crochets, c'est-à-dire qu'ils sont écrits en alphabet phonétique international. Alors, première question que je me pose, est-ce qu'il s'agit d'un exercice phonétique ou d'un exercice phonologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une distinction de détail ou de faire acquérir une opposition pertinente? Si c'est des crochets, c'est phonétique pour un linguiste. Pourtant, c'est une opposition qui pourrait être phonologique en français. Si c'est phonétique, est-ce que c'est intéressant? Après tout, c'est un détail de prononciation, ils sont à l'unité 2. Je ne suis pas persuadé que ça soit fondamental. Alors on leur fait donc dire, Madame Delors, alors je vous passe les rythmes avec les petits points et les gros points qui ne sont pas évidents du tout à utiliser. On leur fait donc dire, Madame Delors, Madame, pardon, il ne faut pas prononcer le, c'est vrai. Madame Delors travaille avec Madame Richaud, le carbone est dans le bureau. Repris d'un dialogue, donc ça peut faire sens, même si c'est vrai qu'une fois collé comme ça, côte à côte, ça fait un peu bizarre. Mais alors attendez, on leur fait chercher où est-ce qu'il y a des O fermés et des O ouverts. Est-ce qu'ici, il y a un seul exemple où la permutation de l'un contre l'autre produit une différence linguistique? Non. Parce que si vous dites « Madame Delour travaille avec Madame Richaud, le carbone est dans le bureau », ça ne pose strictement aucun problème. Alors vous vous dites pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a peut-être une opposition phonologique, mais alors du coup les exemples sont mal choisis. Et puis d'ailleurs vous dites, tiens, il y a un petit truc qui dit attention, voir page 158. Ce qui pour les apprenants, vous imaginez, est une information capitale. Hein. Ils sont à la page 2, on les renvoie à la page 158. Et ils vont trouver à la page 158 l'alphabet phonétique, évidemment, avec des exemples exclusivement en français. Et puis en face du O, à nouveau le petit signe là, l'astérisque, et une note en bas. Attention, cette distinction phonétique n'est pas marquée en français dans toutes les régions. Bah, évidemment, ils le savent, hein. Il y en a deux de Montpellier et l'autre d'Aix-en-Provence. Alors, la pomme de la main, ils savent bien ce que c'est. Mais alors, du coup, si les Français ne la font pas, cette distinction, quel est l'intérêt de la faire travailler à des apprenants langue étrangère, grands débutants, à la leçon 2? Sachant qu'en plus, ils la font travailler dans un cas qui n'est pas un cas d'opposition phonologique, mais de répartition syllabique, qui ne pose aucun problème de communication. Et en plus, leur information est fausse, parce que tous les méridionaux disent bureau et carbone. Parce que dans ce cas-là, c'est la règle syllabique qui l'emporte et c'est la même. Par contre, ils vont dire effectivement une chose, comme moi, ou une pomme, et ne pas faire la distinction entre pomme et paume, et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre dans le même genre? Une chose. Je fais des efforts. Hein. En plus, l'exemple est mal choisi. C'est-à-dire que ce qui reste là-dessous, c'est une espèce d'hésitation pas claire entre de la phonétique et de la phonologie, entre une approche normative de la langue et une souplesse dans la prononciation attendue. Ils ont du mal à s'en défaire, beaucoup de mal à s'en défaire. Vous avez ça aussi pour le « et le « est », évidemment. Vous avez même ça pour le « a » et le « o ». Et évidemment, on vous propose de dire « un » et pas « un », alors que j'imagine que pour la majorité d'entre vous ici, vous dites « un ». Là, à contrario, il n'y a quasiment plus que les méridionaux qui disent « un ». J'en vois qui me regardent avec des grands yeux, parce qu'ils n'entendent même pas la différence, hein, évidemment. Et là, on ne propose pas d'alternative. Hein. Donc, en termes de... Voilà, là, nous mettons le doigt sur une sélection didactique qui n'a pas été mûrement réfléchie. Et ça provoque des activités qui sont relativement dépourvues de sens. Vous avez en dessous de notre petit exercice quelque chose qui est devenu assez classique des méthodes de langue étrangère, c'est ce qu'on appelle
un mini-lexique. Par exemple, vous avez là le schéma des fonctions dans une entreprise. Alors, c'est lié au thème travaillé. En dessous, vous avez du matériel bureautique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va présenter aux gens du vocabulaire en plus, mais toujours dans une quantité limitée et toujours dans un ensemble où ça fait sens. Ce n'est pas apprendre par cœur, crayon, machine à écrire, gomme, stylo, plume, classeur mallette 10 dossiers, répertoire téléphone, 49 francs 50. C'était pas cher à l'époque. Hein. C'est pas ça. C'est les éléments, les uns par rapport aux autres, dans une situation où on en a besoin. Et vous retrouvez une notion fondamentale de la linguistique, c'est la notion de pertinence et d'opposition. Ça fait sens parce que ça se distingue d'un autre mot ou d'un autre élément. Les exercices qui sont proposés, vous allez en trouver à la suite. Exercice de grammaire ou exercice de vocabulaire. Par exemple, l'interrogation sur l'objet, qu'est-ce que c'est? Et au passage, regardez un peu la sélection didactique. C'est, ce n'est pas plus singulier, ce sont, ce ne sont pas plus pluriel. Là encore, une forme normative imposée à des débutants. Alors que vous, comme moi, la plupart des francophones disent c'est, même au pluriel, évidemment. Est-ce que ce sont, au lieu de est-ce que c'est. Ensuite, vous avez le féminin des adjectifs. Et là aussi, en termes de sélection didactique, ça me paraît discutable. Regardez ce qu'on leur donne. Nouveau, beau et vieux, qui, comme par hasard, proposent des difficultés tout à fait particulières, puisqu'évidemment, avant voyelle au masculin, ça donne nouvelle, belle et vieille. Alors là aussi, on est avec des grands débutants. Est-ce que, pour leur faire prendre conscience de la structure grammaticale des genres en français, c'est un exemple approprié? Je ne suis pas persuadé. Là, j'ai l'impression qu'on va compliquer d'un seul coup quelque chose qui, sinon, est relativement simple. Et à la rigueur, si pour un débutant, au lieu de dire un vieil homme, il dit un vieux homme, ben je trouve que qu'il ait déjà dit ça, c'est quand même bien. Et de toute façon, on pourra toujours lui demander de dire un homme vieux, et comme ça, c'est réglé. Ben oui, non, parce que faut être progressif. On ne peut pas avoir une exigence maximale dès le début. Ils sont à la leçon 2. Vous imaginez? Et on leur fait dire un nouvel enfant et pas un nouveau enfant. Sélection didactique. Alors, vous voyez, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Dès qu'on revient vers les contenus, dès qu'on réintroduit de la grammaire, de l'exercice structural, phonétique aussi, on voit se pointer, même inconsciemment chez les auteurs, une approche normative avec un manque de sélection des contenus. Et donc, on va proposer aux gens des choses superflues, des choses difficiles, des choses n'ayant pas forcément d'utilité et mal programmées. Et ça, c'est tout le problème. Tout le problème du rééquilibrage, revenir vers des contenus mieux réfléchis, plus rationalisés, c'était sans doute nécessaire, mais du coup, il y a de la réflexion didactique à prolonger. Alors cette réflexion, elle a été menée différemment à l'époque, selon les auteurs et selon les manuels, et depuis elle a continué à évoluer d'une façon, je crois, relativement satisfaisante. Voilà. À bientôt. Là voilà. Je vous en prie.